En août 2008, l'élite de l'armée française a fait face à un ennemi improbable. Un ennemi sans stratégie, sans pitié et complètement silencieux. L'histoire qui suit, ce n'est pas celle d'un combat au sens classique, mais plutôt celle d'une leçon implacable sur la chute des invincibles, vaincus par une simple bouchée. Ils s'instruisent pour vaincre. Ça fait 2 siècles que cette devise est gravée dans la pierre de l'école militaire de Saint-Cyr. C'est là qu'on façonne les chefs de la nation. On y forme des leaders qui sont supposés être incassables, capables de commander dans le chaos, de lire un champ de bataille et de déchiffrer un ennemi. Mais voilà, que se passe-t-il quand l'ennemi n'est pas un soldat, mais un organisme qui attend, bien sagement, dans la forêt? D'un côté, on a des hommes poussés au sommet de ce que l'humain peut endurer. Et de l'autre, un champignon, l'amanite phalloïde, surnommé le calice de la mort. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord plonger dans l'univers de Saint-Cyr. C'est une institution qui, en quelque sorte, déconstruit ses élèves pour les rebâtir. Les rebâtir à l'image du chef idéal, résistant, lucide et, en théorie, infaillible. On va voir comment cette fabrique de chefs les prépare à affronter l'invisible. Et au cœur de cette transformation, il y a une épreuve presque mythique, le stage d'aguerrissement. Le mot est vraiment important. Il ne s'agit pas juste de s'entraîner, il s'agit de s'endurcir, de forger le corps et l'esprit pour qu'ils deviennent une seule et même machine, capable de résister à n'importe quelle épreuve. Le terrain de jeu, c'est le camp sauvage de la Courtine. La mission, survivre. Et les conditions, elles sont extrêmes. Ration quasi inexistante, très peu de sommeil, des marches forcées avec 30 kilos sur le dos. L'objectif, c'est clair, les amener au point de rupture. Parce que c'est là, dans l'épuisement total, que la lucidité d'un chef doit justement rester intacte. C'est précisément dans cette épreuve, au cœur de la forêt, que la confiance en soi, cette qualité qu'on leur a inculquée, va devenir une faiblesse mortelle. La faim tiraille, la fatigue embrume complètement le jugement. Le décor est planté pour l'erreur fatale. Alors qu'ils avancent, épuisés, un groupe tombe sur ce qui ressemble à une véritable aubaine, un cadeau du ciel. Une petite colonie de champignons blancs qui ont l'air tout à fait corrects. Pour des estomacs qui crient famine, c'est la promesse d'un festin. Une bénédiction ou bien un piège? Forcément, la discussion s'engage. L'un pense les reconnaître, un autre a un doute. Mais il y a un piège mental redoutable qui s'appelle le biais de confirmation. Quand on veut très fort croire quelque chose, eh bien on va chercher toutes les preuves qui le confirment et on va ignorer tout ce qui pourrait l'infirmer. Et là, le désir que ces champignons soient comestibles est tout simplement trop puissant. Et le voilà, le coupable, l'Amanita phalloïde. Sa toxicité est absolue. Son piège, c'est qu'elle ressemble à d'autres champignons qui, eux, sont comestibles. La différence, elle se joue sur des détails, mais des détails critiques. Un anneau sur le pied et une volve à la base, cette sorte de petit sac d'où elle sort de terre. Des détails que la fatigue, la boue et la faim peuvent très facilement faire oublier. La décision est donc prise. La récolte est cuite à la va-vite dans une gamelle. Pour eux, à ce moment-là, c'est une sorte de triomphe. Ils ont utilisé les ressources de la nature pour survivre. Ils mangent. Et c'est là qu'arrive le deuxième piège du calice de la mort. Il n'a même pas mauvais goût. Le poison de l'amanite, il faut le voir comme un dramaturge particulièrement pervers. Son scénario est machiavélique, conçu pour anéantir tout espoir. Il se déroule en 3 actes cruels, à l'intérieur même du corps de ses victimes. Acte 1, la fausse alerte. 10 à 12 heures après le repas, des symptômes violents apparaissent. Nausées, vomissements, on pense à une simple indigestion, rien de grave. Acte 2, la fausse rémission. Au bout de 24 heures, tout disparaît. C'est la phase la plus cruelle, parce qu'il se croit guéri. Mais l'acte 3, l'effondrement, est déjà en marche. Parce que pendant ce faux calme, les amatoxines, les toxines du champignon, ont atteint leur cible, le foie. Ce sont de véritables saboteurs moléculaires. En gros, ils bloquent la production des protéines essentielles. C'est comme s'ils coupaient les vivres au foie et l'éteignaient, cellule par cellule, dans un silence absolu. Et là, le champ de bataille change du tout au tout. Ce n'est plus la forêt, ce sont les services de réanimation des hôpitaux. L'exercice de survie se transforme en une gigantesque opération de sauvetage, une course désespérée contre la montre. L'ironie est terrible. Ces hommes, entraînés à ne compter que sur leur propre force, leur propre volonté, se retrouvent dans un état de dépendance totale, dépendant des machines, de la science et de la générosité d'inconnus pour un don d'organes. La situation est critique. Pour les cas les plus graves, le foie est déjà condamné. Il n'y a qu'une seule et très mince solution, une greffe en urgence absolue. 4 jeunes hommes vont devoir subir cette transplantation pour espérer s'en sortir. Mais pour l'un d'eux, la course est déjà perdue. Malgré tous les efforts des médecins, malgré la greffe,
Un jeune élève officier de 24 ans ne survivra pas. Le prix de l'erreur est tragiquement humain. Alors, quelle est la leçon de tout ça? L'enquête conclura bien sûr à une erreur d'identification, mais au-delà de ça, la forêt n'a pas été un ennemi. Elle a été un professeur, et sans doute le plus impartial de tous. Elle a enseigné les véritables compétences de survie. Et la plus grande, celle qui maintient en vie, c'est peut-être de commencer par reconnaître son ignorance. La véritable force, c'est de savoir quand il ne faut pas agir. La compétence ultime, c'est d'être capable de dire « je ne sais pas ». Comme l'analyse de l'événement le dira plus tard, la force véritable, ce n'est pas de parier et de gagner, c'est de refuser de jouer quand on n'est pas certain à 100% des règles du jeu. Et cette histoire, au fond, ce n'est pas seulement celle de soldats, c'est un peu la nôtre à tous. C'est le miroir de notre propre arrogance face à un monde qu'on croit avoir maîtrisé. Un rappel que même l'armure la plus épaisse a toujours une faille. L'arc de cette histoire est finalement tragiquement simple. On part d'un entraînement d'élite pour forger des invincibles. On arrive à une seule bouchée, fruit d'une erreur très humaine. Ça mène à une guerre silencieuse à l'intérieur du corps. Et ça aboutit à la leçon finale. L'humilité est le premier et le dernier des outils de survie. Au final, une connaissance la plus importante, ce n'est peut-être pas celle qui nous fait nous sentir forts. C'est celle qui nous apprend, parfois de la manière la plus dure qui soit, où se trouvent nos vulnérabilités. Et la question qui reste, pour chacun d'entre nous, c'est donc, quelle est notre plus grande vulnérabilité? Celle qu'on refuse obstinément de voir.